Bien, on va s'intéresser à un exercice qui est adapté d'un oral de Centrale PSI. Bon, l'énoncé exact et enfin, original est disponible sur le site de Centrale Supélec et qui s'intéresse à la synthèse du méthanol. Donc la réaction est rappelée ici. Donc on a le monoxyde de carbone qui réagit avec le dihydrogène pour former du méthanol. On fournit la constante d'équilibre à une certaine température. On rappelle que le rendement sera défini par l'avancement final ou l'avancement à l'équilibre en fonction de l'avancement maximal. Et on donne certaines enthalpies de formation. Première question, on demande de calculer l'enthalpie standard de la rédaction. Donc là, il suffit d'appliquer la loi de Hess et qui nous dit que delta RH0, c'est delta FH0 du méthanol moins 2 fois delta FH0 de H2 moins delta FH0 du monoxyde de carbone. Alors, bon, ce terme-là fait forcément 0 parce que vous avez un corps pur simple dans son état standard de référence et ensuite il suffit de prendre les valeurs qui sont indiquées à côté pour trouver le résultat. Donc, en faisant attention aux signes, si on ne se trompe pas, on trouve une enthalpie standard de réaction de 194 kJ par mol, ce qui montre que la réaction est endothermique, donc on pourra en reparler tout à l'heure, mais elle sera favorisée par une augmentation de la température. Okay. Donc delta RH0 positif et donc une réaction endothermique. Donc c'est une réaction qui finalement a besoin d'énergie pour pouvoir se réaliser. Alors comme seconde question, on va s'intéresser à la variance d'abord du système, puis ensuite la variance particularisée. Alors j'ai oublié de préciser, je vais le remettre ici, que le méthanol est également à l'état gazeux. Donc pour calculer la variance, on va regarder l'équation qui est là. Donc sur les paramètres décrivant le système, eh bien, il y aura donc la pression, la température, et les trois fractions molaires, X d'oxyde de carbone, du dihydrogène et du méthanol. Les relations sont au nombre de 2, à l'équilibre bien sûr. Vous avez K0, la constante d'équilibre, et vous avez la somme des fractions molaires qui doit faire 1. Donc pour la variance, qui va être le nombre de paramètres soustrait du nombre de relations, pour voir vraiment le nombre de paramètres livres que vous devez imposer pour fixer l'équilibre, ce sera 5 moins 2, et donc une variance égale à 3. Donc maintenant on va s'intéresser au cas de la variance particularisée, puis je reviendrai après sur l'intérêt de ces calculs. Dans le cas de la variance particularisée, donc les paramètres restent les mêmes, donc les paramètres, je ne vais pas les réécrire, mais c'est identique, donc il y en a toujours 5 pour décrire le système. Simplement pour les relations, alors on a toujours K0 et on a toujours la somme sur I des XI qui fait 1, mais en plus, si on part d'un mélange stoichiométrique, on sait qu'à chaque instant, la proportion reste la même pour les réactifs, c'est la caractéristique du mélange stoichiométrique. Ça veut dire qu'à tout instant, et pas seulement à l'instant initial, XH2 sera toujours égal à 2X de monoxyde de carbone. Et ceci parce que les deux espèces sont dans le même état chimique, c'est tous les deux espèces gazeuses. Il faut bien faire attention à ça, ces deux espèces sont dans la même phase, hein, ça c'est le point clé. D'accord, donc là ça rajoute bien une relation. Donc faites l'effort toujours d'écrire la relation qui apparaît, parce que parfois vous pensez que si on impose quelque chose, ça va imposer une relation supplémentaire, ce n'est pas toujours le cas. Donc le plus simple c'est de l'écrire cette relation, pour voir qu'elle existe bien. Et donc ici, si on appelle V' la variance particularisée, on voit qu'elle tombe à 2. Alors quel est le sens de ce calcul qui va nous servir pour la suite? Eh bien, ceci veut dire que, en pratique, si j'impose 2 paramètres, eh bien, l'équilibre, dans ce cas-là, hein, dans le cas particularisé, si j'impose 2 paramètres, l'équilibre sera imposé. Donc en particulier ici, si j'impose P et T, eh bien, l'état final est parfaitement défini. État final d'équilibre défini. Donc il suffira que si l'énoncé vous parle d'un mélange stoichiométrique et vous fixe la pression et la température, vous devez être en mesure de trouver l'état final d'équilibre.
Donc, on va voir que c'est le cas après. Voilà, non. Okay. Alors, avant d'attaquer vraiment un exemple concret, on va déjà voir comment on pourrait favoriser la synthèse, déplacement d'équilibre. Alors, on va d'abord s'intéresser au cas, je vais juste, bon, je vais faire comme ceci. Je vais, peut-être pour faire ça, on va juste réécrire rapidement. Donc, CO plus 2H2 donne CH3COH. Donc, je vais juste réécrire rapidement la réaction ici, d'accord? Et puis, avant de faire ça, ça sera toujours de façon utile pour la suite. Je vais commencer par calculer le quotient de réaction pour cette réaction. Ça nous servira dans beaucoup de questions pour la suite, donc ce ne sera pas une perte de temps. Voilà. Donc, le quotient de réaction, on se rappelle que c'est donc l'activité des produits sur l'activité des réactifs dans le cas quelconque, pas à l'équilibre, d'accord, avec les exposants bien sûr associés aux coefficients stoichiométriques. Et donc, vu qu'on est à l'état gazeux, on peut remplacer par les pressions partielles, d'accord, donc c'est P CH3OH sur P H2 carré fois PC0. Il faut faire attention qu'il faut forcément rajouter un P0 ici, parce qu'en toute rigueur, les activités, c'est la pression partielle sur P0. Et pour que, et même un P0 carré tout à fait, pour rester cohérent, parce qu'il faut bien que si vous avez 3 coefficients de pression au dénominateur, vous en faisiez bien 3 au numérateur, pour que le quotient de réaction soit sans dimension. Et ensuite, si vous avez un doute, vous écrivez à chaque fois activité égale pression partielle sur P0. Mais forcément, un P0 carré va apparaître ici. Et ensuite, pour l'instant, je vais exprimer ça en fonction des nombres de moles. Je dis que la pression partielle, que PI, c'est NI sur N tot, P tot. D'accord? Dit autrement, XI P tot. Donc j'aurai le nombre de moles de méthanol, j'aurai le nombre de moles de H2 au carré, j'aurai le nombre de moles de CO. Alors forcément, en termes de nombre de moles, c'est comme précédemment, il faut que le nombre de moles s'équilibre, donc les N tot, si vous regardez toutes les pressions partielles que vous avez, il y aura forcément 1 sur N tot au cube au dénominateur, sur 1 sur N tot au numérateur, et donc forcément ça fait réapparaître un 1 sur N tot carré. Et je précise bien ici que c'est le N tot gaz. Bon là il y a que des espèces gaz, mais pensez bien peut-être à écrire N tot gaz, comme ça vous ne serez pas tenté de mettre les espèces autres que les espèces gazeuses dans ce calcul-là. C'est vraiment l'erreur possible. Et pour les pétodes, vous voyez, vu qu'on a 3 pressions partielles ici et une là, il y a un pétode carré qui va s'équilibrer avec le P0. À la fin, vous pouvez toujours vérifier, de toute façon, je fais le calcul un peu rapidement, mais vous pouvez toujours vérifier que la cohérence du calcul, en faisant attention aux dimensions, pour un quotient de réaction sans dimension à la fin. Donc une fois qu'on a fait ça, on va maintenant s'attaquer au problème. Alors, le plus simple, encore une fois, dans cet exercice, c'est toujours de construire un diagramme pour expliquer complètement et pas se contenter d'une explication un peu trop rapide parfois. Donc je vais commencer par tracer un axe. Cet axe sera gradué en quotient de réaction. Donc je considère ici, je gradue en quotient de réaction qui va de 0 jusqu'à potentiellement à l'infini. Je pars d'une situation initiale, donc je pars d'un cas de départ par exemple, où j'ai un premier état d'équilibre, donc j'ai le K01 et j'ai un QR1 qui sera le QR1 d'équilibre, d'accord? Et là on me parle d'une hausse de température. Donc si on augmente la température, là il faut bien sûr penser loi de Van 't Hoff. Dès que vous avez des questions d'équilibre, des questions d'évolution de température, c'est vraiment l'idée de la loi de Van 't Hoff. Donc on rappelle la loi de Van 't Hoff, d de ln de K0 sur dt égale delta RH0 sur RT carré. Et vu qu'ici vous avez une enthalpie de réaction qui est positive, le logarithme de la constante d'équilibre est sa dérivée est une fonction positive par rapport à la température, donc le logarithme de la constante d'équilibre est une fonction croissante de la température, et le logarithme étant lui-même une fonction strictement croissante, on a forcément que K0 de t est croissant quand t est croissant, ce qui est cohérent avec une réaction endothermique qui a besoin d'énergie pour se réaliser. Alors une fois qu'on est là, donc il faut bien voir le mécanisme qui va avoir lieu, comme toujours, pas se tromper dans l'ordre du raisonnement. Je commence par augmenter la température, d'accord? Donc ça, c'est l'étape initiale. Ce que je fais, donc je dis T augmente, ça c'est l'opérateur qui impose ceci. Donc si T augmente, on voit bien que la nouvelle constante d'équilibre
sera plus élevé. On sera par exemple ici, la valeur exacte importe peu. Et le système va tendre pour revenir à l'équilibre. Donc comment on fait le système pour revenir à l'équilibre? Il n'a d'autre choix pour revenir à l'équilibre que le quotient de réaction va tendre à se rapprocher de la nouvelle constante d'équilibre. Donc voilà, la réaction va se faire comme ça pour essayer de revenir à l'équilibre. Et donc on a une réaction comme ceci. On voit que ceci nécessairement va imposer une réaction dans le sens direct pour le retour à l'équilibre, pour essayer d'avoir QR2 équilibre. Alors pourquoi? Parce que si le quotient de réaction doit augmenter, on voit que le quotient de réaction doit augmenter pour rejoindre la constante d'équilibre. Eh bien, on sait bien que le quotient de réaction, c'est le rapport des produits sur les réactifs en termes d'activité. Donc forcément, si vous voulez faire croître le quotient de réaction, il faut former des produits et consommer des réactifs. Donc on pourra dire que si on augmente la température à P fixé, on a une réaction dans le sens direct. Donc la conclusion, c'est ce qui est écrit ici, d'accord, c'est la réaction dans le sens direct pour la conclusion. Ce qui est cohérent avec une réaction endothermique. On peut simplement maintenant préciser la loi de modération, même si elle n'est pas explicitement au programme. On peut simplement faire une remarque à la fin là-dessus. Ça, c'est lié au fait que la réaction est endothermique, donc on sait qu'elle est favorisée par une hausse de la température. Voilà, parce que voilà. Donc en fait, l'idée, c'est que vous augmentez la température et le système tente de réagir pour la faire baisser. Donc pour la faire baisser, la réaction se déroule dans le sens où elle a besoin d'énergie. Donc ce qui ferait consommer l'énergie thermique que vous avez fournie et ce qui ferait une loi de modération. Alors maintenant, on va traiter la deuxième situation. Il ne faudra pas se mélanger dans l'ordre des situations. Donc je trace à nouveau un axe en quotient de réaction. Et on va essayer d'expliquer à nouveau le raisonnement qui sera maintenant différent. Donc le quotient de réaction, on part comme toujours d'une première situation d'équilibre où on a, c'est pas forcément le même qu'avant, mais on part d'un K01 et d'un QR1 équilibre. Voilà. Alors là, ne pas faire l'erreur, d'accord? Attention, la température est fixée. Donc si T est fixé, K01 est fixé. D'accord? Bien comprendre que ce que j'ai écrit là, ce n'est en rien la constante d'équilibre. C'est le quotient de réaction. La constante d'équilibre ne dépend que de la température. Si la température ne change pas, la constante d'équilibre ne change pas. Donc en revanche, si on fait une augmentation de la pression, on voit d'après le quotient de réaction que la pression étant au dénominateur, le quotient de réaction est une fonction décroissante. Donc ce que vous allez avoir ici, si l'opérateur agit comme ceci, eh bien vous avez ce phénomène-là qui se produit et vous observez donc quand P augmente, quand la pression augmente, le quotient de réaction diminue d'après l'équation qui est écrite ici avec un P tot au dénominateur. Ce que j'ai appelé P, je peux l'appeler P tot si vous préférez. Voilà. Et donc ici, j'obtiens un certain quotient de réaction 2 qui n'est plus un quotient de réaction à l'équilibre. Et maintenant, le système va tenter de réagir. Donc ça, c'est l'opérateur qui fait ça. Ça, c'est une contrainte imposée par l'opérateur. Et le système va tendre à revenir à l'équilibre. Donc pour que le système tente à revenir à l'équilibre, il doit s'opposer à cette évolution à la contrainte. Donc il tente de revenir vers la constante d'équilibre qui, elle, n'a pas bougé. Et donc forcément ici, vous allez vous retrouver avec une réaction dans le sens direct. Voilà. Ça c'est vraiment... voilà. Et donc la réaction est aussi favorisée par une augmentation de pression. Mais je pense vraiment bien faire attention, vous voyez, à la mécanique. Hein, qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui ne change pas, et pas inverser le sens des flèches, sinon vous irez à l'erreur. Alors, on peut remarquer ça de façon plus rapide. D'accord? Si on augmente la pression, la loi de modération dirait que si on augmente la pression, le système tente à s'opposer à cette évolution, et donc il va aller plutôt dans le sens qui fait disparaître les espèces gazeuses pour tenter de faire baisser à nouveau la pression, pour contrer l'action de l'opérateur. Bien sûr, il n'y arrivera pas, mais c'est ce qu'il va tenter de faire. Voilà pour cette question. Alors maintenant, on va étudier ça va nous ramener à la question de la variance particularisée. Donc on vous dit qu'on compare, on essaie de trouver la pression à imposer pour avoir un certain rendement. Donc j'ai commencé à dresser un tableau d'avancement qu'on va compléter. Et on vous dit qu'on part d'un mélange stoichiométrique. Donc vous voyez, l'idée c'est qu'on fixe la température, on part d'un mélange stoichiométrique, et donc forcément, on sait que là je sais que ceci étant fixé, d'accord, et donc je fixe le rendement,
et ça va forcément imposer la pression. Dit autrement, bon, si le mélange est en stoichiométrique, si j'impose la température et la pression, ça va imposer le rendement. Mais disons que vous avez suffisamment pour résoudre le problème. Si on n'avait pas imposé le mélange stoichiométrique, on aurait une variance de 3 et on n'aurait pas pu résoudre la question. Donc c'est parce qu'on a cette variance particularisée à 2 qu'on peut résoudre cette question, comme on va le voir maintenant. Donc je pars d'un mélange stoichiométrique, j'écris N0 quelconque pour CO et j'écris 2N0. Et c'est là que j'impose le mélange stoichiométrique. Je peux écrire une première ligne simplement avec un certain xi final, d'accord? Et là ici un 2N0 qui est aussi un xi d'équilibre, moins 2 xi final. On suppose, alors je ne vais pas préciser qu'on partait de 0 ici, et ici ça fait xi final. Ici on avait 3N0 au départ, et on constate qu'au cours de l'évolution on aura 3N0, donc on a 3N0 et on a moins 2 xi, parce que vous voyez que en fait, on a 3 espèces gazeuses, il n'en reste qu'une ici, donc on aura moins de xi. Donc pensez bien, d'accord, à faire cette colonne en plus avec n tot gaz uniquement ici, même si là, il n'y a que des gaz. Et on peut introduire, d'accord, le ρ. On rappelle que ρ, c'est xi final sur xi max. Bon, il apparaît assez clairement que ici, le taux, l'avancement maximal, pardon, c'est forcément n0 pour ce mélange stoichiométrique, d'accord? Et donc, si on réécrit en fonction de ça, vu que xi final c'est n0 fois ρ, je peux écrire ça, n0 facteur de 1 moins ρ. Je peux écrire ceci de n0 facteur de 1 moins ρ. J'aurai ici ρ n0 et j'aurai ici n0 facteur de 3 moins 2 fois ρ. Maintenant, je reprends l'expression ici, alors je peux directement, je serai à l'équilibre, donc je peux dire qu'à l'équilibre, j'aurai donc la constante d'équilibre K0, que je connais, d'accord, parce qu'on me l'a donné, sera égale au quotient de réaction à l'équilibre, et donc j'aurai donc les quantités de matière. Donc si je reprends la formule que j'ai écrite avant, d'accord, il y aura NaCH3OH, donc qui vaut ρ N0, donc j'aurai donc ρ N0, multiplié par le n tot au carré, donc j'aurai n0 carré sur 3 moins 2 ρ au carré, et je diviserai tout ça par les nombres de moles ici avec les bons coefficients, c'est-à-dire n0 facteur de 1 moins ρ, et ici, donc on va prendre au carré pour le dernier, donc 4 n0 carré, 1 moins ρ au carré. Il ne faut pas oublier qu'on avait donc P0, c'est la formule que tu as écrite au-dessus, cette formule-là, d'accord? Elle vient du résultat qui était ici, d'accord? Voilà, donc j'ai simplement remplacé les nombres de moles par leurs expressions. Bien évidemment, le N0 va disparaître, d'accord? Parce que pour la question de dimensionnement, donc on aura N0, N0 carré, N0, N0 carré. Et on peut maintenant isoler la pression totale. Enfin, je vais juste réécrire rapidement, mais ça fait donc ρ sur 3 moins 2 ρ0 carré sur 1 moins ρ, et là, donc il y aura un 4, et ρ moins au cube, d'accord, fois P0 sur P tot au carré. Et j'ai plus qu'à renverser la formule pour trouver P tot, et donc j'aurai que la pression totale, donc j'appelle P total, P comme vous voulez, c'est donc P0, un bar, d'accord, et ensuite, toute la formule là, mais renverse ici, donc simplement ρ sur 3 moins 2 ρ carré sur 4 facteur de 1 moins ρ puissance 3 fois 1 sur K0, si je ne fais pas d'erreur. Après, il n'y a plus qu'à remplacer par les valeurs. Je vous rappelle que K0 à cette température était fourni au départ. Il avait cette valeur qui est indiquée ici. Voilà, vous prenez ρ égale 70%. Vous remplacez là-dedans et vous trouvez finalement que la pression totale est de 81 bars. Ce n'est pas très surprenant que la pression soit assez élevée parce que on sait que la réaction est favorisée par une hausse de la pression. Donc c'est plutôt une réaction qui est favorisée à haute pression. Et donc, on trouve une pression qui est déjà assez élevée. Voilà pour ce résultat. Alors, maintenant, on vous demande de renverser un peu l'existant. Et donc, on vous dit, en opérant maintenant à 200 bars, on voudrait savoir quelle est la nouvelle température pour préserver le même rendement. Bon, bien sûr, vu qu'on a changé la pression n'est plus celle... Alors, je pourrais peut-être recommencer un peu plus haut. Donc,
tant pis, je vais rester besoin de place, mais la pression maintenant a changé, la pression a augmenté, donc la question c'est quelle est la nouvelle température, d'accord, pour avoir la situation. Alors l'idée c'est que, pour répondre à cette question, maintenant on se donne RO, mais simplement, l'idée c'est en fait de se fixer la constante d'équilibre, d'accord. Donc l'idée, on va plutôt faire à l'envers. Donc vu qu'on a on sait que on a la constante d'équilibre maintenant elle va être modifiée parce qu'on se rappelle la même température. Et donc ce qu'on veut, c'est que on aura le quotient de réaction, si vous voulez, le quotient de réaction qui sera le nouveau quotient de réaction, le quotient de réaction à l'équilibre 2. D'accord. Eh bien, vous reprenez les valeurs précédentes parce qu'on a toujours le mélange stoichiométrique au départ. Je prends toujours les mêmes situations. J'ai 3. Donc je reprends juste la formule qui est écrite au-dessus, d'accord, le quotient de réaction, 4 facteur de 1 moins ρ à la puissance 3, fois P0 sur P tot au carré. Bon, mais vu que j'ai changé P tot, donc je prends cette formule-là simplement avec ρ égale 0,70, et je prends cette formule-là avec donc P total égale 200 bars. Voilà. Et ça, j'obtiens, bon, tout calcul fait, d'accord, 4,1 fois 10 moins 4. Et ceci, ça doit forcément être égal à la nouvelle constante d'équilibre qu'on peut appeler K02. Voilà. Et donc l'idée, c'est que, en fait, connaissant la première constante d'équilibre à la première température, connaissant donc on va voir ce qu'on connaît en fait. On sait que, je vais écrire en rouge ce que je sais qu'à T1, j'ai un K1 connu. Et je connais un K2, et mon inconnu, c'est T2. Voilà, c'est cette grandeur que je n'ai pas, en fait, d'accord. Mais là, on voit qu'on connaît la constante d'équilibre à deux températures. On connaît une des températures et pas l'autre, donc là, bien sûr, il faut à nouveau penser loi de Van 't Hoff. Donc l'idée, en fait, c'est de repartir sur la loi de Van 't Hoff, d de ln de K0 sur dt égale delta RH0 sur RT carré. Je ne l'ai peut-être pas précisé, mais bon, c'est ce qu'on fait habituellement. On va supposer que sur cette gamme de température, l'enthalpie standard de réaction est fixée. Et il reste à intégrer entre l'état 1 et l'état 2, donc pour les deux températures qu'on a proposées, d de ln de K0, qui fera en fait de 1 à 2, delta RH0 sur R, 1 sur T carré dt. Voilà. Et ceci, donc d'un côté, on aura R ln de K02 sur K01. Et quand on intègre le 1 sur T carré, c'est moins 1 sur T. Donc il y aura d'abord le delta RH0, et ça fera moins 1 sur T2 plus 1 sur T1, le signe moins venant de, quand on fait la dérivée de 1 sur T, ça fait moins 1 sur T carré. Voilà. Et on constate que dans ce cas-là, on peut isoler la température T2, il n'y a plus qu'à isoler la température T2, et on trouve que T2, si on remplace, si on retourne la formule, ça fera 1 sur T1, moins R sur delta RH0, et ensuite on fait apparaître le logarithme, d'accord, fois, pardon, le logarithme de K02 sur K01. Voilà. Et après, il ne reste plus qu'à faire l'application numérique avec les valeurs, en prenant bien les températures en Kelvin. D'accord, attention que ici, d'accord, ce sera des kilojoules, donc il faudra bien faire attention ici de repasser ça en joules par mol, parce que le R est en joules par Kelvin et par mol. Donc attention au 10 puissance 3, ne pas l'oublier ici, d'accord. Et si vous n'oubliez pas le 10 puissance 3, vous trouverez une température T2 qui est égale à 549 Kelvin. Alors on constate que cette température T2 est une température qui est plus faible que la précédente, ce qui est logique parce qu'on voulait conserver le même rendement. On voulait que le rendement soit préservé. Or, on augmente la pression. La pression favorise la réaction. Donc forcément, en termes de température, aller dans le sens qui va plutôt aller dans le sens d'un moins bon rendement. Et vu que la réaction est endothermique, on a vu qu'elle était favorisée à haute température, donc c'est assez logique qu'on soit obligé de rediminuer la température. Il ne faudrait pas que les deux effets température et pression aillent dans le même sens, sinon forcément le rendement ne pourrait qu'augmenter. Donc voilà, on pouvait déjà, à défaut de faire le calcul complet, vous pouviez au moins comprendre sans problème que la température devait forcément diminuer. Ça, c'était obligatoire. Alors, dans une des dernières questions, on vous proposait directement dans le sujet. Alors, ce qu'on fait, c'est que maintenant, on change l'état initial. On ne part plus d'un état où on aurait au départ N0 et 2N0. On va se fixer 2 mols de dihydrogène et on fait une quantité de monoxyde de carbone variable.
et ceci est fait pour une pression et une température donnée. Donc c'est marqué dans l'énoncé, je n'ai pas ici remis la pression et la température, mais vous avez une pression et T sont données. Vous pourrez les retrouver dans l'énoncé sans difficulté. Et donc on fixe H2 et on regarde le rendement et la fraction molaire en méthanol en fonction de N. Alors comment ces courbes sont-elles obtenues? Eh bien l'idée c'est que si vous disposez de delta RG0, donc l'enthalpie libre standard de réaction, parce qu'on avait déjà delta RH0, si on vous fournit delta RS0, vous pourrez trouver delta RH0. Si vous avez ceci, vous aurez K0 de T, la température étant fixée, grâce à la loi exponentielle moins delta RH0, G0 pardon, sur RT. Pardon, K0 égale exponentielle moins delta RG0 sur RT. Et vu que je serai à l'équilibre, ben, j'aurai QR équilibre. Et ce QR équilibre, alors il faudra changer un peu son expression. Attention, ce n'est plus la même expression parce que maintenant, il faudra mettre N ici, et puis ici, il faudra mettre 2. D'accord? Donc ça changera un peu les valeurs, mais c'est juste des valeurs qui vont changer. Et vous aurez un quotient de réaction à l'équilibre qui sera fonction de N et de la pression totale qui est imposée. Vous trouverez une formule un petit peu différente. Et puis bien sûr, il y aura forcément l'avancement final qui va apparaître. Et l'avancement final. Voilà. Donc vous aurez cette formule qui est ici, d'accord? C'est un peu la même qu'avant, mais simplement vous n'avez plus le mélange stoichiométrique. Il suffit de mettre, disons encore une fois, hein, au lieu de mettre ces valeurs-là, vous mettez n ici et 2 ici, et vous faites le calcul. Et ensuite, par une méthode de résolution numérique, donc encore une fois, hein, ça c'est connu, ça c'est connu, ça vous fixez, donc vous allez prendre une première valeur de n, vous fixez une valeur de n, et vous, par une résolution numérique, vous trouvez le xi final. Une fois que vous avez le xi final, vous pouvez trouver toutes les quantités de matière, donc les fractions molaires, le rendement, ça ne pose plus de problème. Et vous allez faire ça pour une série de valeurs de n, donc vous allez mettre ça dans une liste de valeurs, et vous allez résoudre le problème, donc vous aurez un N1, un N2, un N3, etc. Et vous faites la résolution numérique avec par exemple un petit programme sous Python, et vous trouvez à chaque fois le xi final 1, le xi final 2, le xi final 3 par une méthode de recherche de 0 en écrivant K0T moins QR équilibre égale 0. Voilà. Et en faisant ceci, et ensuite une fois que vous avez xi, vous pouvez facilement par exemple avoir les ρ, le rendement ρ, d'accord, ρ1, ρ2, ρ3, et pareil, vous pouvez obtenir assez facilement les fractions molaires simplement de méthanol en trouvant les quantités de matière de chacune des espèces. Ça ne pose pas de difficulté majeure. Et c'est ainsi comme ça qu'on obtient la courbe. Et donc finalement, la dernière question, vous demandez rapidement le choix à privilégier pour la quantité de matière en... Alors on pourrait penser que, on pourrait se dire, je vais essayer d'avoir le rendement maximal. Mais si vous avez le rendement maximal, il ne faudrait pas forcément que le produit que vous avez formé soit noyé dans les réactifs. Bien sûr, on peut obtenir un très bon rendement, mais pour obtenir un très bon rendement, vous êtes obligé de pousser en fait la quantité de matière en monoxyde de carbone. Et l'idée, souvent, ce qu'on privilégie, c'est plutôt d'avoir dans le mélange une fraction molaire optimale en produit. Donc l'idée qui est intéressante, c'est souvent de se placer ici pour non pas maximiser le rendement, mais maximiser la fraction molaire du produit formé. Et on voit que ceci se produit pour une quantité de matière, donc on rappelle que NH2 valait 2 mols, et on constate que XCH3OH est maximal pour NCO égale 1 mol. Donc on retrouve en fait le mélange stoichiométrique. Parce que ça c'est vraiment pas lisible, mais maximal. Donc c'est le mélange stoichiométrique. C'est 1 mol pour 2 mols avec les quantités de matière. C'est le mélange stoichiométrique. Alors en plus, l'intérêt du mélange stoichiométrique, c'est que si vous avez des tuyaux avec des systèmes qui peuvent revenir, et quand vous avez formé une certaine proportion, eh bien, vu que le mélange reste toujours stoichiométrique, vous pouvez le réinsérer à l'intérieur et vous avez toujours un mélange qui sera toujours de type stoichiométrique. Voilà. Donc en général, c'est plutôt ce qu'on privilégie de maximiser la fraction molaire du produit formé. Donc voilà pour cet exercice, je pense qu'il résume quand même assez bien la plupart des questions que vous pouvez avoir sur un exercice concernant les équilibres. Si on reprend rapidement. Donc bien sûr, ces calculs assez élémentaires, sans se tromper sur
suivante. Attention que c'est souvent donné en kilojoules. Les calculs de variance, il puisse savoir les interpréter. Les déplacements d'équilibre, vraiment privilégier ce genre de raisonnement avec des petits graphiques comme ceci, quitte après à faire un commentaire sur la loi de modération, mais dans un second temps. Ici, dans cet exercice, ne pas oublier de mettre la colonne n-taux de gaz, hein, qui vous évitera bien des erreurs. Bon, après, c'est quelques calculs. Pensez dès qu'il y aura des questions sur voilà, influence de la température, sur l'équilibre, sur la constante d'équilibre. C'est très souvent la loi de Van 't Hoff qui est à l'œuvre, d'accord? À défaut de faire toute la question, ça vous donnera déjà une piste de réponse. Voilà, et parfois lire des cours, mais bon, la lecture des courbes est quand même un peu plus simple que le reste. Voilà, je vous remercie.